Il n'y a pas beaucoup de médecins qui auraient continué à fumer, parce qu'ils savent bien qu'on meurt là-bas. Et on doit savoir accepter le choix du patient qui peut refuser. Et il ne s'agit pas d'ailleurs d'amener à des consentements, mais à des choix éclairés de nos patients. Le pédagogue donc doit savoir expliquer ce qu'est la maladie, sa cause, ses conséquences, les bénéfices du traitement, les modalités, les effets secondaires potentiels, parce qu'il y en a presque toujours, les objectifs attendus. Évidemment, tout cela, c'est transférer nos savoirs, des connaissances, des compétences et des attitudes appropriées. Vous avez bien compris que je suis là en train de définir l'éducation thérapeutique. Mais il n'y a pas que ça. Il nous faut des pédagogues, mais il nous faut aussi nous souvenir qu'il y a forcément une dimension psychologique dans toute maladie. Parce qu'une maladie est une forme de violence, avec des conséquences qui sont physiques. Vous êtes complètement dénaturé, vous avez des grilles, vous avez un ventre plus gros, esthétique, et surtout psychologique. Pour dire les choses simplement, souvenez-vous du jour où votre enfant était malade. Vous êtes allé avec votre maman à l'hôpital où on est dit est-ce que c'est pas un cancer qui peut se passer? Vous êtes dans une souffrance psychologique, et c'est le cas tout le temps. Pour nous, pour le patient et pour ses proches. Et donc, il est essentiel d'avoir une attitude empathique, de faire preuve d'altruisme et de s'ouvrir à la souffrance de l'autre. C'est vrai qu'on a dissocié la médecine science ou technique de la médecine humaine, mais heureusement que nous avons quelques glorieux médecins, Georges Duhamel, du Goncourt en 1918, pour ceux qui s'en souviennent, académicien, qui se rappelait, lui, il faut s'ouvrir à la souffrance de l'autre. Celui qui parvient à se représenter la souffrance des autres a déjà parcouru la première étape sur le chemin difficile de son devoir. Un médecin qui ne s'ouvre pas au pour la souffrance de son patient aura du mal à exercer correctement son métier. Donc pour revenir à mes deux mains, je rappelle simplement que ce n'est pas un condescendant qu'il faut offrir au patient, mais une relation humaine respectueuse. Autrement dit, c'est dans la sollicitude, dans le respect des valeurs de nos patients que nous pouvons tisser ces liens-là. Mais en le faisant, on doit se rappeler qu'on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux parce qu'il peut y avoir à peu près des obstructions de l'IVA ou des quintes paracéptaux qui sont à peu près les mêmes, mais il y a 1,5 milliard d'êtres uniques, malades d'hypertension, dont les vécus et les compréhensions sont différents, et donc dont la prise en charge doit être différente. Ce qui veut dire que dans cette relation singulière, nous devons savoir écouter, comprendre et bien sûr informer. Parce que quoi que l'on fasse, nous aurons des extras ou des introvertis, nous aurons ceux qui viendront être dans une position de domination, ou ceux qui accepteront tout, et nous aurons un peu tous ces profils-là, les contrôleurs, les intellos, mes collègues enseignants le plus souvent, qui sont les sociables, les individus qui pensent que rien ne peut l'arriver, mais en fait, ils vont exprimer leur souffrance en disant non, mais moi, je suis Iron Man, rien ne peut m'arriver. Évidemment, c'est simplement une souffrance qui s'exprime de quelqu'un qui vous dit aidez-moi malgré tout. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je rappelle ce qu'Anastase et JB nous ont rappelé. Nous devons atteindre des objectifs tensionnels, par exemple, et c'est hélas une vague. Dans nos différents pays, nous sommes à moins de 10% d'hypertension artérielle contrôlée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inertie, un certain nombre de choses, parce que, comme disait Calabarnet, mais le patient ne comprend absolument pas. Vous veniez pousser un peu sur son bras un manchon et lui dire que ça y est, vous allez mourir, alors que lui ne sent absolument rien du tout. Vous êtes en train de lui dire qu'il est malade, alors que lui, il n'exprime aucune gêne. D'où l'importance de l'éducation thérapeutique que je ne vous décris pas ici, d'où l'importance de ce temps d'éducation et d'écoute sur ce qu'est la maladie, les objectifs, le plan de soins, les raisons personnelles qui doivent amener les patients à comprendre pourquoi nous leur proposons ce projet thérapeutique, des explications claires, de l'empathie. Et en sachant que quand on a fini d'expliquer, il y a des patients qui vous diront ça je le fais, mais ça je ne l'accepte pas. Et je vais continuer à fumer, je vais continuer à vivre dangereusement parce que c'est comme ça que j'ai fait tout le temps et ça me plaît. Il faut bien mourir de quelque chose, comme ils ont l'habitude de le dire. Mais oui, acceptons ça, respectons cela, et puis créons une alliance. Il s'agit d'une maladie chronique, mais donc, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, nous essayons encore de convaincre
et non de contraindre ni de faire peur aux patients. C'est tout cela qui se résume dans ce que vous connaissez, le parcours de l'éducation thérapeutique, avec cette alliance qui va du diagnostic éducatif à l'évaluation en passant par le contrat éducatif et les sciences collectives ou individuelles, que je vais rappeler très brièvement. Mais ceci rappelle que nous ne pouvons pas parler aux patients si nous ne sommes pas dans des environnements disciplinaires. Il faut un partenariat, il faut former les professionnels, que ce soit nos paramédicaux que nous-mêmes. Il faut intégrer l'éducation thérapeutique dans nos soins. J'estime, par exemple, dans nos unités d'hospitalisation, moi c'est ce que j'essaie d'impulser dans mon service, c'est que il y a un jeune résident dont le travail, c'est de parler au patient, de lui expliquer sa maladie pendant son hospitalisation avant qu'il ne sorte. C'est aussi avoir une démarche structurée, organisée. Il faut évaluer le processus en sachant qu'une évaluation correcte doit être un processus continu. Donc, le diagnostic éducatif, c'est se rappeler d'abord que les grands docteurs sont certes de grands docteurs, mais ceux qui ne sont pas de grands docteurs et qui disent « moi je me contente simplement d'écouter » font mieux. Parce que, je le démontrerai à la fin, ceux qui écoutent et qui parlent aux patients, en fait, sont beaucoup plus forts que ceux qui ont fini mettre un sein suivi à distal, je n'avais pas convenu que ça sert à grand-chose, et qui, finalement, ont oublié de parler aux patients, parce que c'est ça l'élément le plus important. Donc, la médecine, c'est un art, une science. Il faut initier tout, et il faut nourrir sans cesse. Les diagnostics éducatifs, les spécialistes qui sont dans la salle savent de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il a? La dimension biomédicale. Souvent, on s'arrête à cette échelle. Qui est le patient? Quelle est sa dimension psychologique? Qu'est-ce qu'il fait? Sa vie socio-professionnelle, parce que ce patient, il va bien falloir qu'il réintègre la société. Qu'est-ce qu'il en sait de cette maladie-là, avec laquelle il va vivre toute sa vie et pour laquelle vous lui promettez une bonne santé quand il prendra votre pilule? Et puis, quel est son projet? Où va-t-il? Que veut-il faire? Comme disent les Antillais, à ne plus rien faire, ou bien c'est un jeune qui a beaucoup de projets, qui a de grandes ambitions, et pour tout cela, il est important de cerner toutes ces dimensions. Ensuite, vous allez avoir un contrat éducatif. Je rappelle qu'il s'agit d'une alliance avec des objectifs, staff multidisciplinaire. On négocie le contrat. Et à la fin des courses, on sait que chez ce patient-là, je mettrai l'accent sur l'exercice physique, sur certaines addictions, ou sur la réduction des graisses, par exemple. En sachant qu'il faut qu'on embrasse mal les trains, on ne peut pas pouvoir tout engager en même temps et faire changer de comportement à un patient aussi vite qu'on le pense. Et puis, les séances collectives ou individuelles. Je pense qu'il est essentiel que nous organisions des séances d'éducation thérapeutique dans nos structures de soins, que ce soit en libéral ou en public. On planifie ces séances individuelles ou collectives par des exposés interactifs, par des mises en situation, par des groupes de parole, par un brainstorming. Pour moi, ce n'est absolument pas impossible. Voilà ce qui se passe dans nos structures de soins. Ça, c'est notre centre de réadaptation. À gauche, une patiente et sa fille, toute la communauté, un docteur qui, diaporama, explique et discussion passionnée. Autant dire que ma conviction, d'ailleurs, c'est que c'est l'endroit le plus intéressant de notre hôpital, de socialisation. Quand vous voyez des personnes de 70-75 ans côtoyer d'autres de 25-30 ans, à discuter et à parler de leur maladie, je trouve ça formidable et je pense que c'est quelque chose qui peut être organisé dans nos structures. Même nos administratifs ont fini par comprendre l'enjeu. Et puis enfin, évidemment, tout s'évalue. Où en est-on? Que c'est dit? Est-ce qu'il a des compétences pratiques? Fait de l'automesure, contrôle sa glycémie, son savoir-être. Est-ce qu'il peut changer son INR de lui-même? Ceci est important pour qu'on sache s'il y a vraiment un progrès. Donc, on sera à ce moment-là s'il faut renforcer, s'il faut reprendre, et bien entendu, on continuera l'évaluation. Et puis pour finir, on se rappellera évidemment que l'entretien motivationnel sort de cela. Il faut montrer l'empathie, on l'a dit. Il faut des questions ouvertes pour permettre au patient de reformuler. Et puis, il faut valoriser le patient. Valoriser veut dire que, mais non, il ne s'agit pas de dire mais t'es nul, on avait dit que tu arrêtes de fumer, tu es toujours en train de fumer, tu es toujours obèse, et c'est pas beau, c'est moche. Non, vous avez été persévérant, vous avez su maintenir ce choix. Bravo, vos efforts ont été payants. Vous avez pu limiter le sel, premier progrès, mais je sens que pour le poids et pour l'alcool, on va aussi y arriver. Mais on sait que c'est graduel, on sait qu'il faut une pédagogie pour y arriver. Et puis nous avons tous aujourd'hui dans nos sociétés des codes qui nous permettent de parler aux uns et aux autres
Évidemment, si je parle en français d'académicien, avec le planteur de cacao du village, ça ne fera pas. Donc il faut que je reste à la dimension humaine, que je parle aux gens dans leur langue, en les rejoignant dans leur culture et leur tradition. Nous avons tous, je crois, le président Jacques Pézanteri, par exemple, et on nous dit formidable. Est-ce que ça marche? Oui, parce que vous voyez, on dit ce qu'on veut, mais vous arrêtez un traitement, vous avez des complications. Vous évitez l'oubli d'un antihypertenseur par semaine, vous réduisez de 8% le risque d'AVC et de 7% du risque de décès. C'est presque aussi bon que la plurithérapie. Lorsque vous avez une approche motivationnelle, vous voyez, vous avez un outil formidable, dose dépendante. 87% si vous faites au moins 5% de séances collectives de renforcement. Et c'est systémique. Vous gagnez sur le poids, sur le cholestérol, sur la pression, sur la cigarette, sur l'alcool. Il n'y a pas un médicament à ce que je sache qui fait tout ce job-là. Et donc je finis par ce que j'appelle une take-home story. Parce que j'ai commencé par les lettres, je finis par les lettres. C'est Paulo Coelho qui nous donne cette histoire. Un puissant monarque que son époux faisait souffrir, appela un prêtre qui possédait le pouvoir de guérison. Le prêtre se mit à questionner le roi sur sa vie, ses angoisses. Irrité, le monarque se tourna vers le Saint-Homme. Je vous en prie, allez me chercher quelqu'un qui me soignera sans me poser de questions. Le prêtre revient une demi-heure après, accompagné d'un autre homme. Voilà la personne qu'il vous faut. Qu'il vous faut. C'est qui selon vous? Son ami est vétérinaire. Il n'a pas l'habitude de discuter avec ses patients. Si vous faites de la médecine sans avoir ce type de relation avec vos patients, quel que soit votre niveau de performance technique, vous êtes encore au niveau de la médecine vétérinaire. Merci.